je vais rapidement me présenter. Donc, je m'appelle Bastien Pauge, je suis enseignant-chercheur à l'UMR CNRS SPE, donc Sciences pour l'environnement, dans une équipe de recherche composée uniquement d'informaticiens. Et une de nos thématiques de recherche, c'est l'intelligence artificielle. Alors, généralement, quand je parle à des amis ou à des proches de ce que je fais dans la vie, il y a deux réactions. Il y a « Waouh, l'intelligence artificielle, c'est super, il y a plein de choses à faire ». Et il y a aussi, et très souvent, des réactions qui vont me dire « Ouh là là, vous êtes en train de pourrir le monde, qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec vos robots, vous déshumanisez les choses et vous ne vous rendez pas compte que vous allez voir, on peut aller jusqu'à ça, hein, jusqu'à détruire la planète ». Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter un point de vue. Ce n'est pas forcément, et je pense que ce n'est pas le rôle du chercheur, de vous cracher une vérité et de vous l'imposer. C'est de me poser des questions avec vous et à la fin d'échanger aussi sur vos points de vue. Alors au niveau du public, j'ai vu qu'il y avait des mathématiciens, j'ai vu qu'il y avait des juristes, il y a des gens de sciences de l'éduc. Et je pense que cette fameuse intelligence artificielle dont on parle beaucoup aujourd'hui, elle n'est pas uniquement l'affaire des informaticiens, elle est notre affaire à nous tous et on va voir pourquoi. Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, on va se poser la question déjà de qu'est-ce que l'intelligence. Alors, je vous ai pris quelques définitions que j'ai trouvées dans la littérature. Donc, l'intelligence, c'est la capacité de quelqu'un à comprendre et à apprendre des choses. OK. L'intelligence, c'est aussi la capacité à réfléchir, à comprendre, au lieu de faire les choses par instinct. Donc là, déjà, on distingue un peu les choses, on va dire, de l'animal, et encore, on verra après, on nuancera, donc ne pas réagir de manière instinctive et de manière automatique. Souvent, c'est ce qu'on nous dit, tu as été bête, tu as réagi trop vite, tu as réagi de manière instinctive. Il y a une autre définition, et qui nous plaît beaucoup à nous les informaticiens, d'Alan Turing, qui dit « Une machine ou une entité est intelligente à partir du moment où je considère, moi, qu'elle est intelligente quand j'interagis avec elle ». On verra après si cette définition-là, on peut reposer là-dessus. Et ensuite, il y a des définitions un peu plus classiques. Être intelligent, c'est avoir un cerveau. Je ne suis pas convaincu. Dans les deux cas, il peut y avoir des contre-exemples. C'est la capacité à organiser, à prévoir et à résoudre des problèmes. Là, déjà, ça me parle un peu plus. Et il y a une autre définition aussi, c'est réussir dans la vie. Et c'est quoi réussir dans la vie? Donc on verra pendant les questions si vous avez d'autres définitions de l'intelligence artificielle. Alors, dans le titre, je vous dis l'intelligence artificielle, menace ou opportunité. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a dans l'imaginaire collectif une représentation de l'intelligence artificielle qui est plutôt menaçante. Alors, j'essaie de me poser la question en informaticien, parce que c'est vrai que moi, je ne vois pas les choses forcément comme ça. Pourquoi on considère que l'IA est menaçante? Un des vecteurs, selon moi, c'est tout ce qu'on a pu voir dans le cinéma. Très souvent, l'intelligence artificielle, elle n'est pas forcément bien intentionnée. Alors, on a R2D2, C3PO pour les fans de Star Wars qui, eux, sont plutôt sympas, mais on a aussi en face des robots tels que Terminator, on a aussi dans des films tels que iRobot des robots qui prennent le contrôle. Donc, vous voyez, on a une représentation quand même dans le cinéma, le robot égale intelligence artificielle, ce qui n'est pas forcément vrai, et intelligence artificielle, du coup, égale menace. Inversement, enfin, sur ce sujet-là, ce n'est pas parce qu'on a un robot que c'est une entité intelligente. Alors, d'un point de vue marketing, aujourd'hui, tous les objets deviennent intelligents. Vous avez une machine à laver qui va choisir le programme automatiquement. On va dire que c'est une smart, donc intelligente machine à laver. Concrètement, est-ce que le fait qu'elle adapte la température de l'eau, c'est vraiment quelque chose d'intéressant? Et inversement, on peut avoir sur nos ordinateurs, sur nos téléphones portables, des petits programmes qui, eux, vont résoudre des équations à une centaine d'inconnus de manière très rapide. Donc il n'y a pas cette notion-là de robot, et pourtant, derrière, il y a cette notion-là d'intelligence. La question qu'il faut se poser aussi, quand on parle d'intelligence, du moins c'est mon point de vue, c'est est-ce que nous, les humains, on est intelligents. On peut prendre des exemples comme certains d'entre nous qui ont la chance d'aller dans l'espace, d'accord, Thomas Pesquet et parmi d'autres, mais on a aussi des chirurgiens brillants qui arrivent à sauver des vies, on a des génies, mais y compris dans le domaine artistique comme Salvatore Dali, on a des gens comme ça qui à un moment donné sont entre guillemets des cerveaux. Vous voyez, on revient un peu à cette image-là, être intelligent, c'est avoir un cerveau. Mais à côté, si on observe les choses froidement, on saccage la planète, on consomme toutes les ressources. Quand il y a un confinement qui est annoncé, certains se battent pour du papier toilette. Je veux dire, on a et aussi allumer la télé le soir à 18h. Vous voyez les nombreuses téléréalités qui passent. Je ne suis pas certain que ce qu'on disait au début, être humain, c'est être intelligent. Enfin, moi, en tout cas, ça m'interroge. Ça n'engage que moi. Peut-être que ces gens sont plus intelligents que nous. Mais voilà. Donc cette notion d'intelligence,
pour moi, il faut la nuancer, et je ne pense pas qu'il y a une intelligence, il y a des intelligences. Voilà, je pense que la vraie question aujourd'hui, elle est là, et en fonction du problème qu'on va vouloir traiter, une intelligence va être plus performante qu'une autre. Autre question qu'on peut se poser, alors je vous ai mis différentes entités. Bon, celle à gauche, on va éviter de dire qu'elle est bête. En haut à gauche, on va éviter de dire qu'elle est bête parce que c'est mon chien Maximus. Est-ce que Maximus est intelligent? Il y a des gens qui vont vous dire, je prends l'exemple de ma belle-sœur, qui va dire, ah, ce chien, il est bête. Par contre, Maximus, si on reprend les définitions que je donnais tout à l'heure, il a une capacité à comprendre son environnement, il a une capacité à mémoriser, il a une capacité à anticiper. Je peux vous assurer que quand je mets mes chaussures de sport, il sait que je vais aller courir. D'accord? Quand je vais lui préparer sa gamelle, ne serait-ce que je dis le mot gars, il sait que je vais lui préparer à manger. Donc on peut considérer que le chien est intelligent. La machine à laver, je vous en ai parlé tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement révolutionnaire. Vous avez aussi des robots tels que, en haut à droite, le robot Nao. Nao, c'est un robot que si vous le programmez, ça se fait très rapidement, hein, vous pouvez interagir avec lui et il va vous répondre. Vous pourrez avoir des conversations avec ce robot-là. Après, on se posera la question de est-ce que, si à un moment donné je parle avec lui, est-ce qu'il est vraiment intelligent ou est-ce qu'il fait semblant d'être intelligent? Ça aussi, c'est une vraie question dans la communauté de l'IA. Je vous ai pris d'autres exemples, parce qu'on parlait tout à l'heure de cerveau. Si on prend des plantes carnivores, à un moment donné, ces plantes-là, elles arrivent à se nourrir, à capturer des insectes. Est-ce qu'elles sont intelligentes? Pourtant, il n'y a pas de cerveau. Mais pourtant, elles se sont adaptées, elles ont survécu. Autre chose aussi, on prend, et c'est d'actualité, hein, on prend le virus du Covid. En ce moment, qui est le plus intelligent entre lui et l'humanité? Je ne suis pas certain qu'on sorte très victorieux de ça, du moins ces 2 dernières années. Ou du moins, si on prend la première année, on n'a pas été très malin face à ce virus-là. Dernière chose, alors je vous ai mis d'autres exemples, l'étoile de mer, on a tendance à penser que c'est bête, pourtant l'étoile de mer, elle parcourt des milliers de kilomètres, elle arrive à survivre, elle a su s'adapter à son environnement. Donc vous voyez, toutes ces entités-là, moi, aucune d'elles, je peux dire, peut-être à part la machine à laver, parce que je trouve que c'est du commerce, elle n'est pas intelligente. Dernière chose aussi, et on l'a tous aujourd'hui sur nos téléphones portables, les fameux assistants, Google Assistant, Siri, etc., avec qui on peut interagir. D'ailleurs, petite parenthèse, ça questionne aussi sur le rapport qu'on a avec la machine. On en parlera peut-être pendant les questions, ceux qui ont Siri, qui n'a jamais posé la question, Siri, est-ce que tu m'aimes? Voilà, donc je pense que ça parle à certains. Donc très vite, on a ce truc-là, de dire « Ah non, mais l'IA, c'est inhumain, etc. » Et dès qu'on est confronté à ça, on va sur des rapports humains. On ne va pas sur des rapports très techniques et très technologiques. Du coup, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc sur l'IA, et on entend souvent, l'IA, c'est une nouvelle science qui vient d'apparaître. C'est faux. C'est totalement faux. L'IA, c'est apparu, enfin, ça a commencé, le besoin d'intelligence artificielle a commencé dans les années 50. A commencé avec qui? Alors, il y a plusieurs chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Celui qui ressort le plus, et pour nous les informaticiens qu'on aime beaucoup, c'est Alan Turing. Pourquoi? Alan Turing, c'est celui qui a inventé, parmi d'autres choses, si on ne parle pas aujourd'hui allemand, c'est peut-être en partie grâce à Alan Turing qui a réussi à déchiffrer la fameuse machine Enigma et qui a permis de couler pas mal de navires allemands et de gagner la guerre. Petite parenthèse sur voilà, son rôle pour nous à ce fameux Alan Turing. Sur le test de Turing, c'est quoi? C'est de mettre deux personnes dans 2 pièces distinctes, elles discutent sur un chat, et à un moment donné, une des 2 personnes s'en va. Et l'autre continue à discuter. Si elle s'aperçoit qu'elle ne parle plus à un être humain, que les propos sont incohérents ou qu'il y a quelque chose qui cloche, on ne valide pas le test de Turing. C'est un échec, test de Turing négatif. Si par contre, on continue à parler avec du coup l'intelligence artificielle, mais on ne se rend pas compte qu'on a une intelligence artificielle en face, on valide le test de Turing. Alors, moi, depuis que je suis informaticien, ça fait une quinzaine d'années, tous les ans, on revalide le test de Turing. Ça y est, on a enfin validé le test de Turing. Bon, la réponse, elle est nuancée en fonction de la conversation qu'on va avoir, en fonction de qui on met derrière. Le fait est que plus on avance, plus effectivement, on arrive à des conversations qui se rapprochent de conversations humaines. On est même arrivé à un stade, et ils ont débranché la machine, c'est Google qui travaille là-dessus, où 2 intelligences artificielles parlaient entre elles, avaient inventé un langage codé que l'humain ne pouvait pas comprendre. Donc là, ils ont quand même coupé les serveurs en se disant c'est un peu flippant ce qui se passe. Donc ça débute dans les années 50 avec Turing qui commence à réfléchir, qui commence à travailler aussi sur, donc dans la foulée, sur les différents langages de programmation qui se développent. Donc il y en a eu pas mal, notamment le Pascal, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Et pourquoi ça se développe à ce moment-là? C'est parce qu'on a les premiers langages de programmation et on a les premières bases de données. Alors une base de données, c'est un langage un peu
agressif. Une base de données, c'est juste un fichier avec des informations. Après, il y a une structuration qui est différente en fonction des bases de données, mais c'est juste des informations. Une base de données, c'est des données qui après sont transformées en informations. À partir de ça, on s'est dit, bon, on a des informations. On va générer ce qu'on a appelé les systèmes experts. Un système expert, c'est tout bête. Ça ressemble beaucoup à un programme, d'ailleurs, pour ceux qui ont déjà fait un peu d'algorithmique au lycée ou à l'université. C'est de définir, par exemple, des conditions. Si la personne a de la fièvre et si la personne a de la toux, alors risque d'être contaminé, par exemple, risque d'être porteur du Covid. C'est très simple. Sauf que ce qui a été fait sur le système expert, c'est qu'on a importé, donc on a rentré dans la machine plein de connaissances, plein de faits, et à partir de ces faits, on va les passer dans une moulinette qu'on appelle le moteur d'inférence, c'est-à-dire qu'on va les faire tourner entre eux et on va générer de nouveaux faits. Si j'ai de la fièvre et que je tousse, j'ai probablement le Covid. Si j'ai probablement le Covid, j'ai un risque de faire une phlébite. Vous voyez, au fur et à mesure, je raisonne. Voilà, le moteur d'inférence raisonne. Ça marchait plutôt bien, mais c'était assez lourd à mettre en place parce qu'il fallait un spécialiste derrière qui allait dire, voilà, s'il y a ça, ça et ça, il se passe ça, s'il y a ça, ça et ça, il se passe ça. Donc il fallait énumérer toutes les combinaisons possibles. Il y a eu un gros clash aussi dans les années 60, quelqu'un de brillant en informatique, l'inventeur du Pascal, qui lui a dit, non, mais en fait, l'intelligence artificielle, c'est de l'astrologie. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Ce qui était vrai à l'époque. Alors pourquoi ça a échoué à l'époque? Ça a échoué à l'époque parce que déjà, les capacités de calcul des machines étaient largement inférieures aux capacités qu'on a aujourd'hui. Et à l'époque, la collecte de données, le big data, dont on parle aujourd'hui, la collecte massive de données, on verra après à quoi ça sert, cette collecte de massive de données, elle n'existait pas. Aujourd'hui, prenez ne serait-ce que votre téléphone portable, c'est un capteur que vous portez sur vous, que ce soit sur votre position, vous avez d'autres équipements qui vont collecter les températures, etc. Donc, on est dans une société du capteur. Et c'est très bien, le capteur, ça alimente l'intelligence artificielle. Pourquoi on est intelligent, nous? Pourquoi moi je tiens debout? Pourquoi les robots sur la vidéo, ils tiennent debout? Parce qu'ils ont des capteurs qui, à un moment donné, leur disent « Attention, là, tu risques de tomber, corrige, ajuste sur tel cylindre ou tel autre mécanisme. » Donc, dans les années 60, ça clash. Et je vous ai mis une capture d'écran de l'ENIAC, qui est un des premiers ordinateurs. Vous voyez qu'entre ça et les petits MacBook Air qu'on a aujourd'hui, on est sur des choses beaucoup plus petites et 1000 à 10 000 fois, 100 000 fois plus performantes que ce qu'on avait à l'époque. Alors ça repart un peu dans les années 70, notamment avec des gens comme Hollande. Alors Hollande, c'est pas l'ancien président, hein, c'est un chercheur. Et qui commence à dire, mais en fait, il suffit de s'inspirer de ce qu'on voit dans la nature, de le remettre dans la machine, et on va créer de l'intelligence artificielle. Et de ce paradigme-là, on repioche sur pas mal de choses. Alors, vous avez différentes branches que j'essaie de vous lister. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est les quatre principales. Vous avez tout ce qu'on entend beaucoup, c'est le machine learning, donc la machine qui apprend. Donc ça, l'idée, c'est de fournir au programme des données, et à partir de ces données-là, on va faire une prédiction. D'accord? Si je vous dis, j'ai un individu qui mesure 1,95 m, 100 kg et qui a une barbe, vous allez logiquement dire c'est un homme. Vous voyez, l'idée, c'est ça, de ces collectes de données massives-là. Alors, je regarde mes collègues mathématiciens, hein, c'est des stats avancées, c'est des probabilités qui permettent de faire de l'IA. Vous avez une autre branche qui est la logique floue. La logique floue, l'idée, c'est de dire, bon, on nous le dit souvent aux informaticiens, vous êtes binaire, ou c'est 1 ou c'est 0, vous n'êtes pas dans la nuance. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Du moins, les informaticiens qui travaillent sur la logique floue, ce n'est pas vrai du tout. L'idée de la logique floue, c'est de nuancer la connaissance, parce qu'on n'a jamais de certitude. Si on modélise, par exemple, si on représente un être humain dans une machine, on va toujours être dans de l'approximation. Donc, c'est ce que permet, en partie, de faire la logique floue. Vous avez une troisième branche, qui est celle sur laquelle je travaille en recherche, qui est la branche des métaheuristiques. Alors ça, les métaheuristiques, l'idée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment de s'inspirer de la nature et de reproduire le concept qu'on va observer dans la machine et de générer de la connaissance. Donc, je vous présenterai un petit exemple après. Et on retrouve, et ils sont toujours utilisés, même si c'est quand même des solutions assez vieillissantes, les fameux systèmes experts avec ces bases de connaissances, ces bases de faits. J'infère, c'est-à-dire que je fais passer ça dans la moulinette et j'essaie de faire, par exemple, des diagnostics médicaux ou des diagnostics de panne. Les sources d'inspiration, vous les trouvez dans la nature et vous les trouvez aussi inconsciemment dans ce que l'humanité a fait. Prenez par exemple, vous avez en bas à gauche des neurones au microscope. Si on regarde un éclairage de ville la nuit,
il y a quand même beaucoup de similitudes. On retrouve des grands axes qui se divisent. Prenez une feuille sur un arbre, vous allez retrouver ça. Donc, on s'aperçoit qu'il y a une loi dans la nature qui, à un moment donné, génère une intelligence. D'accord ? Regardez dans la salle aussi, sur le placement que vous avez choisi, vous vous êtes placé de manière à remplir l'espace. Alors, il y a une stratégie de ne pas se mettre devant, donc ça, les enseignants, on est habitués, mais il y a eu une stratégie de vous répartir dans la salle par affinité, etc. Et il y a eu ce qu'on appelle une auto-organisation. Et ça, en intelligence artificielle, si on le reproduit dans la machine, ça marche plutôt bien. Donc, je vous ai mis aussi la photo du virus. Vous allez dire pourquoi. L'intelligence d'un virus, vous pouvez regarder, vous amusez à regarder sur Internet, il y a un nouvel algorithme d'optimisation. Donc, un algorithme, c'est quelque chose sur lequel on va bâtir, à partir duquel on peut construire un programme après. Vous avez un algorithme qui est basé sur le comportement du Covid pour faire de l'optimisation des décisions. Donc, ce qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer de faire des optimisations de décisions politiques, à quelle heure on va confiner, où est-ce qu'on va confiner, en s'inspirant du comportement du virus lui-même. Donc c'est assez fou comme système. On prend à la nature son intelligence et on s'en sert pour des fins qui nous sont propres. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire toutes, et ce n'est pas le but aujourd'hui, de vous faire une démonstration de toutes les méthodes d'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je ne les connais pas toutes et je ne les maîtrise pas toutes parce que c'est un domaine qui est juste immense. Je vais vous parler d'une qui est assez connue et qui illustre assez ce que je viens de vous dire, c'est les réseaux de neurones artificiels. Alors, on a eu des connaissances sur un réseau de neurones, avec un neurone, des axons, des connexions entre les différents neurones, et on a essayé de reproduire ça dans la machine. Donc, une fois qu'on a reproduit cette structure d'un neurone et d'une certaine, on va dire, plasticité, des neurones qui se branchent les uns aux autres, ce qu'on va faire, on va faire comme pour un être humain. Avant de réussir à marcher, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez testé. Ah, là, je tombe. Si je reste sur un pied et que je m'avance trop, je tombe. Vous avez ces différentes stratégies et en fonction, vous avez mémorisé les stratégies sur lesquelles vous ne tombiez pas. Le réseau de neurones, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il va se baser sur l'expérience pour faire des prédictions, pour générer de l'IA. Et c'est là où on a besoin de beaucoup de données. Quand, par exemple, sur vos téléphones portables, vous faites de la reconnaissance faciale, d'accord, pour déverrouiller votre téléphone. Qu'est-ce que votre téléphone va faire dans un premier temps? Il va vous dire, mettez-vous en face, mettez-vous de profil, de côté, en haut, en bas. Il va prendre plein de photos de vous, et il va dire, ça, avec toutes ces photos, c'est Poj. Je remets mon téléphone dessus, il prend une photo, et il voit, grosso modo, le taux de similitude, et il va dire, OK, c'est lui, je déverrouille mon écran. D'accord? Donc les réseaux de neurones, si on doit récapituler les choses, c'est apprendre avec des données disponibles. Je teste aussi, avant de me lancer, je teste comment l'intelligence elle fonctionne. Donc je reteste des prédictions sur des données que je connais, comme ça je peux mesurer le nombre de fois que je me suis planté ou pas. Et ensuite je teste sur le réel. Donc ça a été très utilisé à la base pour la météo, mais comme on peut prédire la météo, on peut imaginer que plus tard, on pourrait, alors vont se poser des questions éthiques, on pourrait se poser des questions de prédire des meurtres, ça fait penser à un film Minority Report pour certains qui l'ont vu, prédire des saturations des autoroutes, prédire voilà, tout un tas de choses. On s'est concentré sur la météo, mais après tout, la météo, ça reste un phénomène. Il y aurait d'autres phénomènes qu'on pourrait prédire. Propagation d'un virus, par exemple, ça aurait pu servir. C'est utiliser aussi les réseaux de neurones pour faire ce qu'on appelle de la classification d'images. D'accord ? Alors la classification d'images, ça peut être de distinguer différentes espèces. Vous avez ici des classifications, par exemple, sur des chats et des chiens. On retrouve le fameux Maximus. Vous pouvez aussi avoir la classification d'objets. Alors ça, juste pour que ça vous parle un peu, vous êtes tous sur les réseaux sociaux, je pense, ou du moins la majorité. Vous mettez des photos sur Facebook. Vos photos sont analysées. Et ça va générer des données. Alors en France, il y a tout un système de lois, la CNIL, le RGPD, qui peuvent vous protéger en partie, mais on pourrait imaginer, du moins techniquement ça serait faisable, d'analyser toutes vos photos dans la salle. Moi demain on change, je suis responsable d'une assurance auto. J'ai toutes vos photos Facebook, je négocie avec la société, et vos photos sont analysées. Et dans la salle, ceux qui sont régulièrement en photo avec une bouteille de vin à côté et qui se prennent le rosé tous les soirs, je vais leur mettre une petite majoration. Parce que ceux-là, pour moi, ils ont plus de chances d'avoir un accident que celui qui se prend en photo à la BU tous les soirs. Donc vous voyez, le risque de la classification d'images, il est assez important. C'est pas, à un moment donné, il avait activé la fonctionnalité qui reconnaissait les gens automatiquement. Ils l'ont retiré, d'accord, mais techniquement, qu'on garde bien à l'esprit, ça existe. Et ce n'est pas parce que ça ne s'affiche pas que derrière, ça n'est pas analysé. Je cite Facebook, mais je pourrais citer d'autres outils. C'est aussi utilisé pour tout ce qui est segmentation d'images. On parle beaucoup, et on en parlera un peu après, des voitures intelligentes. À un moment donné, il faut que la voiture distingue la route du passant, du lampadaire, pour éviter de se le prendre. Donc voilà, c'est aussi très utilisé pour ça.
Autre souci, je vous ai mis une photo de Mike Tyson croisé avec Oprah Winfrey. Bon, ça donne un mélange assez bizarre. Pourquoi je vous ai mis ce deepfake-là? Le deepfake, c'est de prendre la photo de quelqu'un et de la projeter sur un discours de quelqu'un d'autre. C'est super dangereux. Là, je vous le mets sur Mike Tyson, c'est pas très grave. Enfin, on évitera de lui dire quand même. mais imaginez, on fait ça sur un président. D'ailleurs, c'est ce qui a été fait quand il y a eu les premiers deepfakes. Ils ont fait des faux discours de Barack Obama. Imaginez les conséquences terribles que ça peut avoir, notamment dans des moments où on est tous confinés et la seule interaction possible, c'est une interaction en visio. Donc le deepfake sur les images, c'est assez impressionnant. Vous avez aussi, par contre, et là c'est pour moi une des réelles plus-values de la chose, sur les analyses d'images. À un moment donné, il y a eu des études, alors il n'y a pas de consensus, mais il y a eu des études qui montraient quand même que la machine passait à côté de moins de tumeurs que certains radiologues. Donc, je ne veux pas mettre en comparaison est-ce que la machine est meilleure que le radiologue ou pas. Ce que je veux vous dire, c'est que déjà, ça peut, dans certains cas, aider, et peut-être même, oui, il ne faut pas avoir peur de le dire, remplacer. Voilà. On en parlera un peu sur les aspects santé tout à l'heure. Autre méthode que j'ai utilisée, notamment pendant ma thèse, qui s'appelle les algorithmes génétiques. Alors le principe, c'est de s'inspirer de ce que disait Darwin. Darwin, grosso modo, il disait quoi? Les individus adaptés à leur environnement vont survivre. Et vu qu'ils survivent, ils vont avoir des enfants. Et plus on va répéter ça, ceux qui n'étaient pas adaptés, ils mourront, ils n'auront pas d'enfants. Ceux qui étaient adaptés vont rester. Et du coup, l'espèce s'adaptera et survivra à son environnement. Hollande, dont je vous parlais tout à l'heure, il s'est inspiré de ce mécanisme-là. Il a dit, moi, je vais remplacer l'individu, l'animal, par une solution à un problème. Je décris une solution, des valeurs numériques. Et ces solutions-là, je vais les faire évoluer dans la machine, sauf que le temps, la notion de temps dans la machine, elle est très différente que dans la réalité. C'est-à-dire que sur un ordinateur, en 1 seconde, on va pouvoir simuler, je peux vous donner des chiffres, mais entre 1000 et 10 000 générations d'individus, d'accord ? Donc, alors que ici, il n'y aura pas eu de nouvelle génération, vous n'aurez pas eu forcément d'enfants dans la seconde. Donc l'idée de ça, les algorithmes génétiques, c'est de répéter ce processus d'évolution, de sélection naturelle, pour solutionner les problèmes. Et avec ça, on arrive à résoudre des équations avec un nombre d'inconnus assez important, et des problèmes pour lesquels... ce n'est pas opposé aux mathématiques, mais il y a des méthodes de résolution mathématique qui ne peuvent pas être utilisées sur ces problèmes-là, notamment pour des soucis de minimums locaux, mais bon, on ne va pas rentrer trop dans la technique. Mais l'idée de ces méthodes-là, c'est mieux vaut obtenir une solution dans un temps raisonnable, pas en millions d'années, parce qu'il y a des problèmes qui nécessiteraient des millions d'années de calcul. Mieux vaut obtenir une solution dans des temps raisonnables, même si ce n'est pas exactement la meilleure, je m'en suis rapproché. Souvent, et c'est pour ça que j'essaie dans cette présentation de vous mettre des exemples comme ça, on a tendance à mathématiser la chose, rendre numérique la chose. Les algorithmes génétiques, ici, alors je ne sais pas si ça se voit super bien, l'idée c'était de demander à un programme, un algo génétique, de générer des portraits. Et en haut, vous voyez la première génération, donc grosso modo, le programme, il n'est pas intelligent, c'est la première génération, il n'y a pas eu de sélection naturelle, ça ne ressemble pas du tout à un portrait, ce qu'il a fait. Vous voyez par contre qu'à la fin, je commence à avoir des portraits robots qui commencent à se dessiner par la machine d'une personne qui, dans la réalité, n'existe pas. La seule chose que je fais, c'est que pour que la sélection naturelle se passe, je dis, est-ce que tu trouves que ça ressemble à un humain ou pas? Et le programme, au fil des itérations, donc au fil des répétitions, une itération, on peut considérer ça comme une répétition, va essayer de trouver la configuration qui répond le mieux à mon problème, qui s'adapte le mieux à mon environnement. Alors on va aller maintenant un peu sur les domaines et parler concret. Les apports et les menaces de l'IA. Si on prend le cas de la santé, ça peut clairement améliorer les diagnostics. Ça, moi, j'ai aucun doute là-dessus. Ça peut accélérer le processus de diagnostic. Aujourd'hui, dans une société, on parle des vagues de Covid, mais la vague qui arrive, c'est la vague de personnes âgées aussi, avec pas assez de médecins pour interpréter les examens, etc. Donc déjà, ça peut faire du diagnostic ou de l'aide au diagnostic. Ça peut aussi améliorer les traitements. Il y a certaines pathologies où vous avez des choix de 15 traitements possibles. Comment le médecin choisit? Alors, il y a une intuition, il y a une expérience, mais la machine aussi, cette intuition et cette expérience-là, elle peut l'avoir. Si on lui donne les données, clairement, elle peut l'avoir. Ensuite, ça peut être aussi utilisé pour découvrir de nouvelles molécules. Plutôt que de tester sur des humains des molécules, on peut imaginer que la machine, avec différents calculs, avec différents modèles, essaierait de proposer des molécules. À voir après comment ça marche dans la réalité. C'est pareil, ça soulèvera plein de questions éthiques, mais c'est des choses qui sont envisageables. C'est aussi, je vous le disais tout à l'heure, envisageable pour faire de la prédiction d'épidémie. D'accord ? Bon, pareil, ça peut marcher, comme ça peut aussi. Et
Sur l'IA, si vous voulez, il y a toujours ce rapport-là de dire ah oui, mais des fois, ça plante. Ou on prend le cas d'un médecin, il va dire ah oui, mais des fois, elle se plante. Mais des fois, un humain aussi se plante. Donc la question, ce n'est pas de viser la perfection. La question, c'est de voir qui se plante le moins. Est-ce que c'est le médecin, est-ce que c'est la machine, ou est-ce que c'est les deux ensemble? Généralement, aujourd'hui, c'est les deux ensemble. Ça permettra aussi de découvrir des nouvelles maladies. De temps en temps, on a tendance à mettre les gens dans un groupe de maladies. Prenez les scléroses en plaques. On a mis tous les gens, il y a 2 types de sclérose en plaques. Dernièrement, il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui a trouvé qu'il y avait différents types de maladies. Il y avait un 3e type de sclérose en plaques qui se dégageait en analysant les données. Donc, vous voyez, sur les maladies aussi, il y a cette analyse-là qui peut se faire. Et là, je me tourne vers les juristes. Il y a la question aussi de la responsabilité. C'est-à-dire, à un moment donné, un programme qui va se planter, qui va faire un mauvais diagnostic, qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise qui a fait le logiciel? Est-ce que c'est le salarié qui a fait le logiciel? Est-ce que c'est la personne qui a collecté les données qu'on a mis dans le logiciel? Est-ce que c'est le praticien? Donc, sur ça, la réponse, elle n'est pas évidente à trouver. Autre chose aussi, ça va être de rationaliser les choses à l'extrême et peut-être d'oublier de donner des critères à la machine qui, elle, va raisonner de manière très factuelle. Elle va arriver sur un accident, elle va dire « bon, je sauve la personne qui a perdu le moins de sang ». Sauf qu'il y a 2 personnes qui ont 90 ans et un gamin de 10 ans. Peut-être que le gamin de 10 ans a perdu plus de sang, mais qui je sauve? Vous voyez, il y a ces questions-là éthiques, à un moment donné, où il va falloir rentrer dans la machine et lui dire ce qu'elle doit faire. Et autre dérive, c'est aussi la collecte excessive de données. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces algorithmes-là, ils ont besoin de données pour avancer. Ils ont besoin de ce carburant-là. Donc il y a une tentation à dire on va collecter un maximum de données partout. Et d'ailleurs, on est dans une société de la data, de la donnée, et on est très malin, les informaticiens, pour les collecter, vos données. Prenez l'exemple des réseaux sociaux. On vous aurait dit, on va collecter votre vie privée, savoir quand vous sortez, avec qui vous êtes. Ça aurait été un scandale. Tout le monde il y aurait une levée de bouclier. Par contre, on vous dit, vous allez venir. Vous allez me dire avec qui vous êtes sorti hier soir, avec qui vous êtes en couple, ce que vous avez mangé, vos centres d'intérêt, ce que vous aimez. Et en échange, de temps en temps, vous aurez un peu d'amour. Et tout le monde se jette. Ah ouais, ça y est, j'ai eu mes 50 likes, c'est bon. Ben demain, tu sais quoi, je vais encore raconter ma vie, parce que peut-être je vais en avoir 60. La réalité, elle est là. La réalité, elle est là. Autre domaine, la sécurité. Alors ça nous concerne tous. Détecter des comportements anormaux. Alors on parle de patterns, c'est-à-dire des patrons. À un moment donné, la personne, elle arrive, on voit qu'elle est suspecte, qu'elle se cache, qu'elle est dans un coin, qu'elle est isolée. On va se dire, oula, lui, il est bizarre. Ou la personne a toujours sa main dans sa poche, ou on voit qu'elle a quelque chose sous son t-shirt. Donc il y a ça qui peut être fait par de l'analyse d'image et de l'intelligence artificielle. Ça peut être aussi d'anticiper des attentats. Donc on sauverait des vies. Bon, ils le font déjà, ils s'en servent, je pense qu'ils s'en servent déjà pas mal. Piéger aussi des criminels. Prenez le cas de la pédophilie. Il y a des brigades de policiers qui vont piéger des pédophiles sur Internet. On pourrait imaginer une intelligence artificielle, et je crois que j'avais vu quelque chose passer sur ça, qui simule un enfant qui est sur des sites, qui est contacté par des pédophiles, et on piège ainsi la personne. Donc, vous voyez, sur ça, il y a quand même des apports qui sont assez important. De l'autre côté, puisqu'on a les données, puisqu'on sait ce que les gens font, ce que les gens pensent, avec qui ils discutent, on peut contrôler quand même les mouvements de contestation. Voilà. On peut essayer de dire, oulala, là il y a un groupe qui est en train de se former sur Facebook, qui est en train de préparer un blocage. Donc vous voyez, ça peut très facilement dévier aussi. Ça peut, et c'est en train d'ailleurs, de relancer la course à l'armement. Il y a une guerre qui n'est pas officielle, qui est une sorte de guerre froide entre les États-Unis et la Chine, où chacun essaie de développer l'IA la plus puissante pour que si à un moment donné il y a un conflit, pourquoi Napoléon était brillant? Ce n'était pas forcément que parce qu'il avait des troupes, c'est parce qu'aussi c'était un grand stratège. Et donc grand stratège, gros cerveau. Mais à un moment donné, il y a aussi cette problématique-là qui arrive avec l'IA. Et tout ça, ça contribue à quoi? Ça contribue à grignoter petit à petit sur nos libertés. Prenez l'application, par exemple, Tous Anti-Covid. Je ne vous dis pas que c'est bien, je ne vous dis pas que c'est pas bien. Mais à un moment donné, il y a une collecte de données qui se fait sur vos positions, sur les gens que vous avez croisés. Donc après, tout va dépendre de ce qu'on en fait. Clairement, c'est ça. Tout va dépendre entre les mains de qui on va mettre ces données-là. On prend un autre exemple, l'intelligence artificielle dans les transports. Alors, je me suis amusé à calculer, je ne sais pas si ça apparaît... Ouais. Si quelqu'un met 2 heures par jour pour aller au travail et travaille 47 semaines dans l'année, sur un an, ça lui fait 20 jours dans sa voiture. 20 journées de 24 heures dans sa voiture.
Si on raisonne sur 30 années, c'est ce qui me reste plus ou moins jusqu'à la retraite, un peu moins, je passerai 600 jours dans ma voiture à conduire. Donc quasiment 2 ans de ma vie à être accroché à mon volant, à klaxonner et à me plaindre. D'accord ? Alors que si on remplace ce temps-là par une intelligence artificielle qui conduirait mon véhicule, vous imaginez le temps que je gagnerais sur d'autres tâches. C'est aussi optimiser la durée des trajets et leur impact, que ce soit l'impact sur la consommation d'essence, l'impact par où je vais passer, la pollution que je génère, donc on va dire le coût au sens large. Ça permet aussi de répartir les flux. Alors, je ne sais pas s'il y a des Ajacciens dans la salle, mais en ce moment, Ajaccio, c'est un bon exemple de flux routier qui ne fonctionne pas correctement. J'en vois sourire, donc c'est bon, j'ai des Ajacciens dans la salle. Donc là aussi, il y aurait des choses à faire si on a une intelligence artificielle qui répartit les différentes voitures sur les différents axes. Ça permettrait aussi d'exploiter et de mutualiser les véhicules. Ma voiture, quand je suis accordé, elle reste la journée, elle ne bouge pas. D'accord ? Et dans 10 ans, même si je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres, elle aura rouillé, elle aura des soucis. Donc l'idée de l'IA aussi, c'est de dire le véhicule individuel, ça va disparaître. Il y aura des véhicules qui vous prendront automatiquement, qui par exemple tous les vendredis soirs anticiperont qu'il y a un flux de départ de Corté, et qui monteront, vous récupérer à Corté, vous amener chez vous. Et le vendredi, ils redescendront sur Ajaccio et Bastia, et le soir, ils amèneront les gens prendre l'apéro. Et il y a aussi sur ça, que ça peut être fini Sam, bonjour IA. Limiter le risque d'accident. Pareil, ça se discute. Alors, on ne va pas être choqué de quelqu'un qui plante sa voiture et qui fait des victimes. On va dire, ça arrive. Par contre, si une intelligence artificielle ponctuellement plante une voiture, ça va être, ah oui, voilà, exemple, ça a tué quelqu'un. Pareil, alors si c'est vous, si c'est un de vos proches, c'est terrible. Mais si on raisonne sur la masse, peut-être que ça sera moins dangereux d'être dans une voiture conduite par de l'intelligence artificielle que par un humain. Problème là aussi, la voiture est piratée, elle fonce dans le tas. Qui est responsable ? Voilà. Qui est responsable ? Comment on investit ? Et ce n'est pas évident, d'un point de vue technique, à remonter aux responsables. On peut imaginer aussi que votre voiture, à un moment donné, elle soit influencée par des trajets. Tiens, Paul, j'ai vu qu'avec les données de son téléphone portable, il aime bien de temps en temps aller au KFC. Ah, ben tu sais quoi, là, je ne vais pas le faire passer et contourner, je vais le faire passer devant le KFC et je vais lui afficher une notification en disant « Un petit hamburger ?» Allez, on y va. C'est ce qui se passe sur Amazon. Quand vous consultez des articles, à un moment donné, ils savent. Et le but, c'est de vendre. Problème aussi sur la vie privée. Si votre voiture est pilotée par intelligence artificielle, elle va générer des données, donc on va savoir vos habitudes, on va savoir où vous allez, quand vous allez, voire même avec qui vous êtes dans la voiture, tout dépendra les capteurs qu'on mettra dedans. Donc j'ai parlé aussi de la notion de responsabilité, donc je passe. Autre chose aussi, alors ça c'est le point de vue de l'informaticien et je me trompe peut-être, on va vers un gouffre au niveau environnemental. Voilà, tous les ans, on nous dit qu'on a consommé les ressources produites par la planète et de plus en plus tôt. D'accord ? Donc moi, je pense qu'on ne va pas réussir à freiner ça. Ça n'engage que moi, mais je pense qu'on ne va pas réussir à le freiner. Donc la solution qu'on peut avoir, c'est de se dire, bon, puisqu'on n'arrive pas, on va essayer de générer une intelligence artificielle qui va nous dire, bon, ben moi, je ne veux pas limiter ma consommation, je continue à prendre des bains, je veux continuer à laisser la lumière allumée, trouve-moi une solution pour que ça ne fasse pas péter la planète. Donc c'est peut-être, enfin du moins sur certains aspects, ça contribue à réduire l'impact de l'homme sur l'environnement. Alors c'est là où il y a peut-être une menace pour l'humain, parce que si à un moment donné, à une intelligence artificielle, on lui dit « résous tous les problèmes de l'humanité d'aujourd'hui », et qu'on lui donne la possibilité de supprimer la variable être humain, ben peut-être qu'effectivement, là, l'intelligence artificielle dira « bon, effectivement, ce qui pose le plus de problèmes aujourd'hui dans le monde sur la pollution, la consommation des ressources, c'est pas Maximus, c'est son maître ». Donc voilà, c'est là où peut-être le danger peut apparaître un jour. On a aussi, alors je vous disais, pilotage de centrales électriques pour produire plus mais à moindre coût. On a aussi toute la notion de ville intelligente, de village intelligent. Alors nous, à l'université, on a travaillé justement sur cette thématique-là des smart paes, notamment à Kotzan, sur comment à un moment donné, grâce à l'intelligence artificielle, on optimise la production de safran, on optimise la qualité de la charcuterie, comment on optimise la production hydroélectrique, comment on gère les dispersions de chaleur, on mesure et on gère ensuite les dispersions de chaleur dans les bâtiments. Donc voilà, c'est quelque chose de concret qui s'incarne aujourd'hui dans un village rural de Corse. Ce n'est pas quelque chose qui est uniquement fait à New York, les villes, villages et territoires intelligents. On a un problème aussi encore, c'est le traitement des déchets. D'accord, qui ne semble pas résolu et qui n'est pas prêt d'être résolu, à mon avis.
Peut-être qu'à un moment donné, puisque l'humain ne trie pas correctement, ou puisque les politiques ont des difficultés à mettre des stratégies en place, peut-être qu'on pourrait imaginer un robot, puisqu'on ne veut pas le faire, un robot qui prend notre poubelle et qui trie à notre place, et on limiterait peut-être aussi l'impact. Alors après, il va se poser la question de la consommation d'énergie, il va se poser plein d'autres questions. Mais voilà, c'est des scénarios qu'il faut étudier. Puisque l'humain ne le fait pas, à un moment donné, forcément, il va y avoir une réponse à côté. Et l'humain, en général, quand il n'arrive pas à faire quelque chose, il invente une machine pour le faire. Sur la contrainte, on a une petite intolérance, et en tout cas, je sais pas pour moi, aux contraintes. Et si une machine peut le faire, on est bien content qu'elle le fasse. Surveillance, détection des pollutions aussi. Plus on détecte un problème vite, plus on arrive à le corriger. Et des exemples aussi tout simples. Je crois que Bastia, par exemple, travaille sur ça, sur les infrastructures de ville intelligentes. Par exemple, sur les parkings intelligents. Combien d'entre nous tournent des heures et des heures pour trouver une place? Imaginons qu'on ait des lampadaires, par exemple, qui mesurent, qui ont des détecteurs de présence et qui voient quelles places sont disponibles ou pas. On lance notre téléphone, on voit les places qui sont disponibles. Un cran au-dessus, on est dans notre voiture, on est en train de lire, la voiture va chercher automatiquement la place la plus près, parce qu'elle sait qu'en général, on aime se garer au milieu du cours Napoléon, parce qu'en général, on aime aller à Monoprix. Vous voyez, c'est des exemples tout bêtes, mais il peut y avoir cette transparence-là qui se met en œuvre. Donc les parkings intelligents, les éclairages intelligents, ça existe déjà. Alors, on va un peu plus loin dans l'aspect éthique. Moi, ce que j'observe, c'est que l'humain se robotise de plus en plus, et je pense que ça va continuer à se renforcer, y compris, prenez l'exemple de la santé, à un moment donné, on a un système aujourd'hui qui est à bout de souffle, avec peu de spécialistes. Quand vous faites amusez-vous à aller chez un ophtalmo, c'est pas là où vous allez avoir une dose d'humanité impressionnante, ça va être très cadencé. Et ce qu'on vous fait là-bas, suivez-moi, machin, asseyez-vous, clac, clac, un robot pourrait le faire, et pourrait même le faire peut-être de manière plus sympathique que la personne qui a passé sa journée à enquiller les patients. Et de l'autre côté, donc pendant que les humains commencent à se robotiser, à être très, très algorithmiques dans leur manière de penser, on a les robots à côté qui s'humanisent. Souvent, les gens m'objectent, me disent « Non, mais un robot, il ne ressentira pas d'émotion. » Faux. Alors, c'est quoi ressentir? Déjà, voilà, c'est la question de ça. Par contre, simuler une émotion, clairement, il peut le faire. Alors, la question, c'est à partir de quand on simule, à partir de quand c'est réel. Mais je peux vous assurer, pour avoir fait des tests avec des petits dans les écoles, là c'est plus sur les sciences de l'éduc, quand vous leur mettez le robot, je crois que c'est Ozobot le nom, ouais, vous leur mettez Ozobot en face, il a juste des expressions avec des yeux, d'accord? Les enfants de suite, alors je ne sais pas si le robot a ressenti une émotion, mais en tout cas il arrive à susciter une émotion, y compris sur les êtres humains, Donc le constat que moi je fais aujourd'hui, c'est que les capacités humaines, dans tous les cas, elles sont limitées, et que l'humain, malheureusement, est une machine qui ne résiste pas forcément bien au temps. Voilà. Le robot, je ne dis pas qu'il résiste beaucoup mieux au temps, mais dans tous les cas, on s'abîme. Et en face, on a une technologie qui est de plus en plus puissante, de plus en plus présente. Donc l'idée de ça, et c'est un courant qui est en train d'apparaître, qu'on appelle le transhumanisme, l'humain plus, c'est de dire, après tout, l'humain et la machine vont fusionner. À un moment donné, on va intégrer des prothèses dans les êtres humains. Alors, si je vous dis aujourd'hui... je vais vous couper les jambes et vous mettre des prothèses, vous allez dire non, hors de question. Par contre, si demain je vous dis, bon, je vais vous couper les jambes, vous allez pouvoir choisir les jambes que vous voulez, vous n'aurez plus à vous raser, vos jambes elles seront infatigables, vous aurez des jambes fines, etc. Mais je pense que, et on va le connaître, notre génération, des gens qui effectivement se feront couper les jambes pour se mettre des jambes augmentées et qui correspondront plus à leurs besoins. Pourquoi? Parce que, alors là, ça dépasse mon cadre de compétences, mais on est dans une société de la performance. Alors les gens me disent non mais les prothèses moi j'y crois pas. On en a tous une de prothèse. Certains l'ont dans les mains en ce moment, c'est leur téléphone portable. On l'a pas, on est perdu. Enfin moi sans mon téléphone portable je ne peux pas travailler aujourd'hui. Donc si j'ai pas cette prothèse là qui est pas très ergonomique pour le moment, j'arrive pas à travailler. Donc vous voyez petit à petit ça va rentrer dans les mœurs. Donc voilà, l'organique va se mélanger au numérique. Et il y a aussi quelque chose qui est très important et dont je voulais vous parler, c'est la notion d'ubiquité. Aujourd'hui, on est présent ici. On peut imaginer qu'à un moment donné, je sois présent ici, plus une rediffusion sur Ajaccio, une rediffusion sur Bastia. En même temps, j'ai ma montre connectée qui m'envoie une alerte. Tiens, ta machine à laver est terminée, vas-y, étends le linge, attends, vas-y. Donc en même temps que je suis là, je pilote ma machine à distance. Il y a le contrôle à distance par la pensée. Aujourd'hui, on a des capteurs qui peuvent mesurer votre activité cérébrale. Si vous pensez rouge, il reconnaît que vous pensez rouge. Alors, il n'y a pas à reconnaître tout le cheminement, la structuration, mais si vous, justement, on vous met un capteur dessus, vous pensez rouge, 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 il enregistre, et la fois d'après,
Là, ça ressemble à ce que j'avais enregistré, donc il pense rouge. Ben, il suffit que moi, j'ai ce capteur-là, en face, j'ai un interrupteur. Je pense rouge, 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 et j'ai fait un petit programme qui dit quand je pense rouge, tu allumes la lumière. Je peux allumer la lumière par la pensée. Ça existe, hein. Ce n'est pas quelque chose qui est en train d'arriver, ça existe, c'est fait. Ce n'est pas démocratisé, mais techniquement, c'est pas compliqué, c'est plus compliqué à mettre en œuvre. Autre chose dont je voulais vous parler par rapport à l'IA, c'est la notion d'humanoïde. Donc de robots qui ressemblent à des êtres humains. Vous avez vu tout à l'heure, le robot cuiseur, etc., ce n'est pas quelque chose qui ressemble à un être humain, c'est un robot, mais ça ne ressemble pas. Là où il y a quelque chose de perturbant, c'est quand à un moment donné, ce robot-là nous ressemble. Alors, c'est perturbant et en même temps, c'est toujours pareil. Ça peut être très bien et ça peut très vite dévier. Imaginez que vous ayez un robot à la maison qui fait toutes les tâches que vous n'avez pas envie de faire. Alors, je parle sous le contrôle de ma compagne qui est venue aujourd'hui. La vaisselle, le ménage, etc. Pour les couples, ça peut être sympa d'avoir un robot qui vous fait tout à la maison. D'accord ? Sur ça, pour le moment, c'est super. Donc, ça peut aussi remplacer l'humain sur des tâches ingrates. Qui aurait envie aujourd'hui, alors j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais qui aurait envie de travailler dans une centrale nucléaire ou qui aurait envie de travailler dans un environnement super hostile ou d'autres boulots qui ne sont pas forcément super valorisants. Ben, là-dessus, on imagine qu'on pourra mettre des robots. Petit souci, alors avantage, inconvénient, menace et opportunité. Ben, l'opportunité, c'est de dire l'humain sera plus épanoui dans des boulots qui lui conviennent plus, mais inconvénient, on va détruire des emplois. Alors, est-ce que la question, il n'y a pas d'économistes dans la salle, c'est est-ce qu'on va les détruire, mais on va les recréer ailleurs, est-ce que ça se compense? Donc là aussi, moi j'ai besoin de l'économiste qui va avoir le recul là-dessus. Il va y avoir, et ça va être aussi un enjeu social et éthique, sur la concurrence envers l'être humain. À un moment donné, si on arrive à des humanoïdes qui nous ressemblent, qui pensent, qui agissent, ben, on va être concurrencé déjà au niveau du travail, parce que peut-être que le code du travail sur un robot, il ne s'appliquera pas. Je pourrais le faire travailler tant que je veux. Et dans la vie perso, alors, c'est une caricature que je vous donne, mais imaginez un couple, monsieur et madame se connaissent à 20 ans, tous les deux, ils sont beaux, tout va bien, tout est parfait. Ils se marient, monsieur vieillit, prend 50 kilos, puis il a décidé de ne plus rien faire, de passer ses journées devant la télé, machin. Madame a un super robot à côté, Marcello, qui va l'amener promener, qui va l'amener en moto, qui va lui dire qu'elle est la plus belle, etc. Qui, entre les deux, on va choisir? Gérard, qui est dans son fauteuil à mater des séries, ou Marcello? À un moment donné, la question, je pense qu'elle va se poser. Hein, donc ça aussi, ça pourra avoir un impact sur la vie des gens. Enfin, c'est certain. Hein. Risque de piratage, on est sur de la technologie, donc c'est jamais infaillible. Ben Marcello, peut-être qu'il va l'amener faire un tour en moto, sauf qu'entre-temps, il se fait pirater, il rentre à la maison, il la poignarde. Qui est responsable? Et du coup, aussi, risque de perte de repères. À un moment donné, comment on se comportera par rapport à ce robot? Est-ce qu'on pourra tout faire avec ce robot? Imaginez que demain, moi, je sois un robot, donc qui ressemble à un être humain, mais je ne suis pas soumis aux mêmes lois. Vous avez le droit de me torturer, vous avez le droit de me faire ce que vous voulez. À un moment donné, il peut y avoir une perte de valeur entre ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous avez vu, et je vous invite à le voir, le film AI, je crois que c'est Spielberg qui avait fait, sur un gamin qui est un robot. Hein. Les parents perdent un enfant, et il y a l'enfant qui est fait en robot, et qui à un moment donné, la supplie, dit « Ne m'abandonne pas, ne m'abandonne pas. » Est-ce qu'on va réussir à le faire ou pas? Alors, on réussit à le faire, on dit « Oui, après tout, c'est qu'un robot. » Mais en face, on a quelque chose qui ressemble à un humain qui supplie, et on s'en fout, on l'abandonne quand même. Donc vous voyez, ça questionne aussi sur le rapport qu'on aura avec la machine. Il y a des gens qui ont commencé à faire des lois là-dessus. Il y a les lois d'Asimov. Alors, je ne les connais pas par cœur, mais grosso modo, la première loi, c'est de dire qu'un robot ne pourra pas porter atteinte à l'humanité, qu'un robot devra obéir aux ordres qu'on lui donne sans enfreindre la première loi, c'est-à-dire attaquer l'humanité. Et la troisième... c'est que le robot doit quand même protéger son existence et pas systématiquement se plastiquer pour ça. Et à chaque fois, on ne rentre pas en conflit avec les règles précédentes. Alors, il y a les lois d'Asimov, et il y en a eu plein hein, après d'autres lois, et ces lois-là aussi ont été modifiées. Vous voyez, on commence à réfléchir à des codes sur les robots. Voilà, comment, à un moment donné, on va les configurer. Alors, juste pour vous donner... quelques pistes, mais je n'ai pas la science infuse, hein, et on est sur quelque chose de nouveau, donc on essaie d'avoir un recul, mais à voir s'il est bon ou pas. On ne pourra pas prévoir ce qui va se passer, par contre ça va se passer. Quand on vous dit l'IA c'est demain, l'IA c'est maintenant.
Elle est déjà en place. Les deux géants, ils sont en train de construire à fond. Les grosses entreprises, elles sont là-dessus. Donc, moi, je ne pense pas qu'on pourra freiner l'IA. La question, c'est comment, à un moment donné, cette IA qui va s'imposer, comment on va la gérer. Première chose, moi, je pense que c'est qu'il faut former les gens. Donc, que ça soit pour les sciences de l'éduc, former les jeunes, et pour les plus anciens aussi, les former, qu'ils ne soient pas passifs par rapport à ça. Je pense qu'à un moment donné, le meilleur moyen de maîtriser quelque chose, c'est de le connaître. Donc, il faut démystifier cette chose-là. À un moment donné, cette intelligence artificielle, ça reste quand même une création de l'humain, qui peut-être des fois se devient autonome, mais à la base, ça reste une création de l'humain. Donc je pense qu'il faut comprendre comment ça marche dessus. Moi, vous voyez, je reçois des suggestions sur Internet. Le fait de savoir comment ça marche derrière, je prends les choses avec pas mal de recul. Je vous parlais de l'analyse d'image. Je me rase les cheveux, c'est un choix, d'accord ? Sauf que Facebook analyse mes photos. Et pendant 6 mois, j'ai reçu des photos pour aller me faire opérer en Turquie, me faire greffer des cheveux. Le fait de savoir comment ça marchait, ça me faisait rire. Ils m'ont analysé, ils ont vu que j'avais pas de cheveux, du coup, ils me proposent d'intervenir là-bas. Vous voyez, plutôt que d'être passif, dire comment ils savent ? Wow, ça fait peur. Ça fait peur. Bon, je m'inquiéterai le jour où ils me proposeront d'autres choses plus inquiétantes que la greffe de cheveux. Il faut avoir une approche transdisciplinaire de la chose. Aujourd'hui, si on laisse la main aux informaticiens, et j'en fais partie, on va foncer, parce que ça nous plaît, parce qu'il y a une notion de puissance de la chose, de capacité, ça nous anime, on va foncer là-dessus. Maintenant, moi, je suis demandeur d'avoir des gens, des juristes, d'avoir des gens en sciences de l'éduc, d'avoir des gens en philosophie, qui à un moment donné vont me dire, mais attends, calme-toi un peu, est-ce que tu as pensé au risque qu'il peut y avoir ? Et je peux vous assurer qu'on peut avoir les meilleures intentions du monde. Je ne pense pas que les informaticiens sont des démons, y compris les gens qui travaillent chez Google. Ce pas des démons. Sauf qu'à un moment donné, on ne prend pas la mesure de ce qu'on crée. Nous, on avait installé un capteur dans un bureau pour voir justement si les fenêtres restaient ouvertes et la porte restait ouverte. C'était vraiment dans une logique de consommation d'énergie. On s'est aperçu qu'on pouvait savoir à quelle heure la personne partait de son bureau. Donc c'était une infraction à sa vie privée. Si la personne disait « moi j'étais au bureau jusqu'à 5 heures », faux, la porte elle s'est ouverte à 16. Voilà. Donc vous voyez, on peut très vite être dépassé par la chose. Et il faut que ça devienne un sujet de société. Ce n'est pas un sujet de la communauté informatique. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, philosophie, sociologie, droit, économie, biologie. Tous ces domaines-là, à un moment donné, il y a des liens qui doivent se faire. Et ce n'est pas demain, c'est hier qu'on devait faire ces liens. Donc voilà, il y a vraiment un travail là-dessus à faire. J'ai bientôt fini, juste pour vous dire aussi qu'il faut aussi nuancer la chose, et là aussi il faut prendre un peu de hauteur. Est-ce qu'on parle de ce qu'ils appellent la Weak IA ou la Strong IA ? C'est l'intelligence artificielle forte et l'intelligence artificielle faible. Est-ce que là vous avez une phrase écrite en japonais ou en chinois, je ne sais plus ce que j'avais choisi, sur un traducteur, qui dit « Bonjour, tu vas bien, oui et toi ?» On a l'impression que la machine est intelligente, qu'elle répond, mais en fait, elle traduit bêtement un mot et elle n'a pas conscience qu'en fait, je suis en train de m'inquiéter pour elle, je lui demande comment elle se ressent, je cherche à rentrer en interaction. Comment tu vas ? Quand on me dit comment tu vas, je réponds ça va. Donc vous voyez, là, c'est une IA qui est faible. Derrière, il n'y a pas la même finesse quand même qu'un être humain. Donc voilà, moi je dis, on parle souvent d'intelligence artificielle. Est-ce que dans certains cas, ce n'est pas de l'intelligence faite superficielle, qui donne l'impression d'eux, mais qui n'est pas forcément si puissante que ça. Dernière chose, il m'en reste encore 2 petites. Sur l'IA, souvent on dit oui, mais un robot ne pourra, ou une intelligence artificielle ne pourra jamais rêver, ne pourra jamais créer, etc. Là aussi, c'est faux. On a des robots qui commencent à générer des poèmes, on a des robots qui commencent à générer des textes, on a des programmes qui permettent de générer des œuvres. Alors, je vous ai mis un petit exemple là, j'ai pris une photo de mes vacances que j'ai passée dans un outil d'intelligence artificielle dont le but est de reproduire le style des peintres. Alors ça, aujourd'hui, vous avez sur pas mal d'outils, d'ailleurs, cette reproduction de style. Et vous voyez qu'automatiquement, l'intelligence artificielle a converti ma photo dans un style Van Gogh, dans un style Farel. Et vous avez en bas, et Napoléon aussi, c'est ça, sur des versions de rêve, où dans l'image, l'intelligence artificielle voit d'autres objets. Alors, on ne le voit pas trop sur ma photo en bas, version rêve, mais si on zoomait dessus, on verrait que sur mon épaule, l'intelligence artificielle voit apparaître un phoque. Je ne sais pas comment je dois le prendre, mais
Mais vous voyez, il y a cette créativité-là. À droite, vous avez aussi un tableau qui a été généré totalement par une intelligence artificielle et qui a été vendu, je ne sais plus combien de millions. Je vous donnerai les références, hein, si ça vous intéresse. Donc ça, c'est sur l'aspect, on va dire, art. Et sur l'aspect émotion, ben, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, prenez le robot Cosmos, avec ces petits yeux que vous avez là. Si je vous mets en face de lui, vous n'allez pas vous empêcher, quand il va s'allumer, qu'il va commencer à ouvrir ses petits yeux et à vous mettre des cœurs dans les yeux, à dire « Oh, comme il est mignon ». Derrière, c'est juste un circuit, c'est juste des programmes. Pourtant, à un moment donné, il suscite une émotion chez vous comparable à un petit chaton ou à un petit bébé. Et en bas, vous avez un autre robot, Buddy, pareil, hein, dont le but, c'est d'être un robot émotionnel. Hein, dans l'aspect commercial de la chose, c'est comme ça qu'il vous présente ce robot. Ce robot devient un membre de la famille. Donc on revient sur ce que je vous disais, hein, la notion de repère. Hein. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce que quand Buddy aura plus de piles, on va l'enterrer dans le jardin et on va le pleurer? Alors ça nous fait rire, mais je vous assure que dans les années à venir, ça va être des questions qu'on va se poser. Hein. J'ai essayé de ne pas trop en parler, mais quand même, j'ai été un peu là-dessus. Et les GAFAM dans tout ça, donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Qu'est-ce que ces entreprises, ces multinationales? Pour moi, ce n'est même plus des multinationales, c'est des transnationales, c'est carrément des États dans les États. Hein. Qu'est-ce qu'ils font sur l'IA? Ben, eux, ils foncent, ils tracent. Et je peux vous assurer que ce que vous voyez, c'est rien comparé à ce qu'ils sont en train de préparer derrière. Eux, ils ont bien compris que l'enjeu était monstrueux et qu'à un moment donné, on est dans un monde où, malheureusement, hein, c'est peut-être une vision noire de la chose que j'ai, c'est un peu l'argent et c'est un peu le pouvoir, où c'est les deux réunis. Ces sociétés-là, elles évoluent, comme on parlait tout à l'heure d'individus qui évoluent en fonction de leur environnement, ces sociétés-là, elles évoluent sur de l'argent et sur du pouvoir. Regardez sur les polémiques qu'il y avait eu avec Trump, on arrive à un stade où Twitter, par exemple, désactive son compte. Ok, je ne pense pas qu'il dit des choses très intéressantes, mais on arrive à un stade quand même où on a une multinationale qui coupe le micro à un ancien président en disant « maintenant tu te tais ». On n'est pas à dire on va former les gens pour leur montrer, on ne va pas argumenter pour leur montrer que Trump dit des erreurs, on dit « bon, moi je coupe ». Donc imaginez le pouvoir qu'un réseau social a. Imaginez demain, vous êtes un homme politique, le nombre d'informations que Facebook peut vous dire sur une réforme que vous êtes en train de mettre en place. D'accord ? Ok, je lance cette réforme. Ouh là là, je vois que sur le réseau social, il y a plein de hashtags négatifs sur cette réforme-là. Ok, je vais orienter différemment les choses. Donc vous voyez, il y a vraiment un pouvoir de la chose. Amazon, le but d'Amazon, c'est de vous vendre des choses. Facebook, c'est de vendre de l'espace publicitaire. Alors, comment ça va vendre de l'espace publicitaire? Bon, j'ai monsieur et madame qui sont tous les deux sur Facebook. D'habitude, monsieur clique que sur le profil de madame. Depuis quelque temps, il clique sur plein d'autres profils. Ouh là là, il y a un changement de pattern, ce que je vous disais tout à l'heure, un patron. Ouh là là, avant, je le classais dans fidèle. Là, je le classe dans infidèle. Bon, pour commencer, on va lui mettre des pubs pour des sites de rencontres discrètes. Bon, ça y est, maintenant, je vois que madame, quand elle discute dans ses conversations, elle commence à se douter de quelque chose. Ok, donc elle aussi, je lui envoie des pubs. Et donc, à un moment donné, et qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, Facebook dit, bon, moi, j'ai rendez-vous avec un site de rencontre. Ok, moi, dans une semaine, j'ai 150 000 célibataires. Combien vous payez pour l'espace publicitaire? Donc, ce n'est pas parce que c'est gratuit, ça, j'insiste sur ça, c'est pas parce que c'est gratuit que vous ne payez rien derrière. D'accord? Ce n'est pas monétisé, mais je peux vous assurer que derrière, vous avez une valeur qui est juste impressionnante. Et Apple, Microsoft, donc on est plus sur des systèmes d'exploitation, mais là aussi, il y a forcément des collectes de données qui se font et de l'IA qui se met en place. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions, c'est volontiers. Ouais. C'est bon, ça marche. Merci pour cette conférence. Désolée pour les étudiants en sciences de l'éduc qui sont partis. Ouais, je tenais vraiment à les emmener parce que ils avaient cours, hein, c'est pour ça qu'ils sont partis. Du coup, c'est vrai qu'avec l'affaire de Cambridge Analytica, ce genre de choses, donc c'est pour revenir avec Trump sur ce que tu as dit. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut contrôler en fait la pensée, la société, mais en fait, ce qui est important, je pense, avec ce Covid, tout ce qui nous est arrivé, c'est de développer une sorte de conscientisation de cet environnement et faire le chemin entre les sciences en général et l'éducation en fait.
développer chez les futurs enseignants aussi cette éducation aux médias, le fait que si c'est gratuit, c'est toi le produit, pas par peur, mais en pleine conscience des choses, pour qu'en fait, l'objectif qu'il en ressorte, c'est un bel esprit critique, mais surtout un esprit constructif, en faire vers quelque chose, une société qui sera plus porteuse de valeurs et qui aura moins peur d'elle-même et des choses qu'elle ne maîtrise pas. Donc c'était juste une petite remarque, il n'y a pas vraiment de question. Mais je pense que la machine derrière ces tableaux-là qu'elle a recréés grâce à son intelligence artificielle, c'est parce qu'elle s'est appuyée sur le fait qu'elle a analysé dans l'art ce qui plaisait aux gens, dans les photos, le sensible, le symbolique, etc. Et que c'est à partir de tout ça qu'elle a recréé, à partir d'une photo, d'autres visions d'eux, en fait. Et donc, elle a cette capacité à capter des choses qui parfois nous échappent. Donc, c'est quelque chose qu'on doit se réapproprier, en fait, parce qu'on l'a tous en nous, mais parfois on l'oublie. Et donc, voilà, il faut remettre un peu d'humain dans tout ça. Voilà. Il n'y a pas de question. Et vraiment, c'était une bonne conférence. Je suis habitué à des discussions, Christelle. Il y avait... Ouais. Donc, alors, ok, c'est bon. Est-ce qu'on peut considérer qu'une machine est intelligente à partir du moment où elle va capter des données et les traiter, ou c'est à partir du moment où elle innove? Moi, personnellement, je pense que c'est à partir du moment où elle innove. Là, par exemple, sur le tableau, elle reprend des codes, et on n'a aucune innovation derrière ça. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler d'intelligence? Enfin, c'est ce qui fait peur, au final, dans l'intelligence artificielle. C'est des choses qu'on ne contrôle pas, qu'on ne pourra pas contrôler. C'est comme quand vous avez dit, quand ils ont débranché, quand on avait 2 robots qui ont créé un langage. C'est surtout ça la peur, et c'est aussi là où nous, on doit encadrer vis-à-vis des abus, etc. Ouais. Mais ce dont on a peur, nous, vraiment, c'est les choses qu'on ne comprend pas, quoi. Mais la question, c'est à partir de quand on considère qu'une innovation en est une. Bon, la question, c'est ça. C'est est-ce que, on prend l'exemple des tableaux, est-ce que c'est le style qui est une innovation, ou est-ce que c'est le fait de peindre, est-ce que c'est le fait d'être sur une toile? On a aujourd'hui des algos, par exemple, qui vont vous créer des sculptures. En fonction d'un critère. On a même, par exemple, nous, en informatique, on a un souci sur des antennes. Comment on conçoit des antennes? Il y a un problème qui est assez complexe à résoudre. Mais à un moment donné, on a donné à la machine en disant, voilà, l'IA va pouvoir créer plein d'antennes, tu vas les évaluer, tu vas voir celle qui correspond le mieux. Et on a eu une création qui ressemble à une structure, et quelque chose auquel on n'aurait peut-être pas, un être humain n'aurait peut-être pas pensé. Donc c'est vrai que... Et c'est pas évident, parce qu'en fait, on est rattaché à plein de termes. Vous voyez, que ça soit à partir de quand quelque chose est innovant. D'ailleurs, c'est un autre débat. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup d'innovation, etc. Ce truc, c'est pas forcément... Moi, ça, je trouve pas forcément si innovant que ça, et d'autres inverses. Donc, c'est à partir d'où on met le terme. Après, sur la création, pareil. À partir de quel moment on considère qu'une machine crée? Voilà, on prenait l'exemple des poèmes. Ben, c'est le même principe. Elle prend plein de textes, donc des données de texte, et elle voit un peu ce qui ressort généralement, quels mots sont associés, et elle reproduit ça. Mais est-ce que c'est pas ce que fait un peintre aussi? Un peintre, il a son style, mais il y a aussi une inspiration. À un moment donné, les gens qui ont fait les beaux-arts, etc., ils ont forcément été inspirés par... Ça s'approprie au fur et à mesure. C'est quelque chose qui... C'est sûr que la Big Data va permettre au final à l'intelligence artificielle de pouvoir innover, mais après, l'innovation, pour moi, ça va encore au-delà. Je sais pas, c'est prendre toutes ces informations-là et les traiter. Là, on a une intelligence artificielle soft, je dirais. Ouais. Je sais pas si c'est le terme, mais... Et après, au final, la hard de l'intelligence... Ouais. Au final, ce serait la capacité de pouvoir traiter ces informations-là et de créer un nouveau contenu, quelque chose qui n'a pas été fait. Peut-être ça. C'est pareil, à partir de quand c'est vraiment nouveau? Est-ce que c'est le concept de poème? Est-ce que c'est le style? Est-ce que c'est... Ouais. Après, il y a toute cette notion-là aussi de comment, à un moment donné, un humain, par exemple, il y a une part d'aléatoire, où il y a une part de... Ce qu'il a vu la journée, ça va influencer ce qu'il va écrire le soir. C'est un poète, ce qui s'est passé dans sa vie va influencer ce qu'il va écrire. Ça, à un moment donné, dans la machine, on peut essayer de le reproduire. Alors, est-ce qu'on le reproduit parfaitement ou pas? C'est des choses qui sont très difficiles à mesurer. L'improvisation, on peut simuler, justement, dans certaines méthodes d'intelligence artificielle. Au début, on fait ce qu'on appelle des générations aléatoires de solutions. C'est-à-dire que la machine, plouf, plouf, je prends ça. Sauf que si on cherche derrière comment fonctionne un générateur aléatoire, c'est pas si facile que ça. Bon.
On arrive à des choses où, à un moment donné, même les branches se croisent. Sur les générateurs aléatoires, par exemple, de nombres aléatoires, on a des soucis où ce n'est pas forcément parfait. La physique essaie de proposer des choses avec une histoire d'électrons, alors je ne sais pas du tout comment ça marche, hein, mais qui, par contre, de mesurer la position d'un électron qui générait effectivement un nombre vraiment aléatoire. Donc, ouais, il y a cette complémentarité aussi sur l'aléatoire, de dire à un moment donné, à partir de quand on crée. Et j'en parlais tout à l'heure aussi, de ce qui est extrêmement compliqué. Modéliser un stylo qui tombe, ce n'est pas très compliqué. Il n'y a pas beaucoup de représenter dans la machine un stylo qui tombe, c'est pas représenter un être humain, c'est une complexité de fou. C'est pour ça qu'en médecine, il y a une grosse résistance sur ça, qui pour moi des fois est contre-productive, hein, de dire ah oui mais tu tiens pas compte de la petite variable. Moi le patient s'il arrive, autant je vais voir qu'il a je sais pas un bleu sur la main et ça c'est pas fait. Ben, est-ce que c'est parce que la machine n'est pas configurée pour? Est-ce que c'est et c'est pour ça qu'à un moment donné, on arrive sur ce que je vous disais tout à l'heure, la logique floue, où à un moment donné, on va donner une incertitude. On va dire, je pense que logiquement, on fait ça par exemple sur les feux de forêt. Le feu, il va s'arrêter entre là et là. Dans le pire des cas, il s'arrêtera là. Dans le meilleur des cas, il s'arrêtera là. Plutôt que de dire le feu, il va s'arrêter pile poil là. Parce que et par contre, il n'y a rien de pire que l'humain. Parce que même si, alors je ne suis pas un grand littéraire, mais quand vous lisez les documents de Camus, tout ça, sur l'absurde, un petit événement peut faire basculer votre vie et donc vous fait basculer votre modèle. Peut-être que, alors on ne sait pas et on ne saura peut-être jamais, mais peut-être que s'il n'y avait pas un fou qui avait mangé une chauve-souris à Wuhan, vous imaginez, c'est vraiment l'effet papillon. Et ça a eu un effet sur la planète entière. Donc comment, à un moment donné, nous c'est une grosse question d'informatique, comment cet infiniment petit qui peut avoir un impact monstrueux, on arrive à le mesurer. Donc il y aura toujours, par contre je pense qu'il faut accepter le fait que la machine peut aider et que l'incertitude, ce n'est pas que la machine n'est pas bien. Parce que l'incertitude, on l'a aussi sur un être humain. Voilà, je vous disais tout à l'heure, le robot, il se fait pirater, il vous poignarde, mais vous pouvez avoir quelqu'un qui décompense, qui fait une bouffée délirante, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, et qui poignarde. Je veux dire, donc voilà, je pense qu'il faut ouvrir, et je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Parce que sinon on va être... Je ne suis pas certain. Moi, je vous avoue que quand je faisais ma thèse, j'avais lancé un programme qui devait optimiser les traitements médicaux. Et d'un coup, je suis parti me prendre un café, je suis revenu, j'ai vu la courbe qui réduisait l'erreur d'elle-même. Je ne savais pas comment elle la faisait. Je savais que je lui avais appris à le faire, mais je ne savais pas comment elle faisait. Et je me suis dit, bon, là, il se trouve que c'est un modèle théorique, c'est un truc, mais ça aurait pu être quelque chose, si je lui avais donné des actions. Il y avait un chercheur qui avait travaillé sur ça, sur une machine dans une salle, et l'objectif de la machine, c'était de ne pas perdre des données. Et il avait installé un verrou sur la porte, que la seule chose qu'elle pouvait faire, la machine, c'est activer un verrou. Quelqu'un venait tous les soirs, ouvrait, paf, il débranchait le serveur, perte de données, tac, tac. Donc déjà, au fur et à mesure, la machine, avec l'IA qu'elle avait à l'intérieur, elle commençait à se mettre en veille. Elle savait que tous les soirs, il venait à 6 heures, elle disait, attends, je commence à sauvegarder, il va arriver. Débranché. Un soir, clac, il est arrivé, la porte était fermée, la machine avait verrouillé. Et là, la personne qui présentait ça disait, là, je lui ai mis un verrou, mais si demain j'avais mis un flingue braqué sur la porte, clac. Je me rappelle, tous dans la salle, on avait fait parce qu'on avait réalisé le truc. Donc, moi, je pense qu'on est quand même à un stade où, à un moment donné, on a toujours été rassuré par ça. Notre intelligence, c'est ce qui en général nous rassure par rapport aux animaux, par rapport aux... On est intelligent, on va trouver des solutions. Là, pour la première fois de l'histoire, on crée quelque chose qui faisait notre supériorité. Voilà. Et c'est là où il y a un enjeu. Mais après, avant tout, moi j'ai une vision de la chose. Il faut considérer ça comme un outil. Un crayon papier, ça vous fait faire des magnifiques croquis. Vous pouvez tuer quelqu'un avec un crayon de papier. Ouais, donc, mais par contre, un couteau, vous cuisinez avec, vous pouvez tuer quelqu'un. Ouais, et toutes les sciences ont eu ça. On a eu tendance à penser que l'informatique, c'était Word et Excel. Bon, on a eu tendance à penser que c'était ça, que ce n'était pas dangereux. Et au final, non, ça sera aussi dangereux que la physique qui permet de soigner des gens avec de la radiothérapie et de faire des bombes atomiques. On sera sur le même niveau de danger. C'est ça qu'il faut que tout le monde soit conscient, que le politique s'en empare, que le citoyen s'en empare et gère cette chose-là. Parce que de toute façon, elle est déjà là. Hein. Oui. Je vous remercie infiniment parce que vous avez mis à plat tout ce que je vis tous les jours. Avec mon portable, si j'ai mes lunettes de soleil, bon, ça ne fonctionne pas. Pourtant, je n'ai qu'un portable et une tablette. Mais là, vous avez mis les mots. Bon,
comme je crois avoir un petit peu de bon sens, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, je me sens quand même libre. Mais là, je comprends tout ce qui m'arrive. Et vous avez parlé des maisons connectées. Je sais que je consomme, si je mets ma bouilloire électrique, hop, boum. Bon, qu'est-ce que ça m'apporte de savoir ça? Et il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est notre cerveau qui est si puissant. J'ai beaucoup aimé sur la santé, puisque j'en bénéficie, et que là, au novembre-décembre, je vais bénéficier justement d'appareils qui vont détecter quelque chose qu'on ne voit pas, qui est sur ma joue, etc. Ouais. C'est pour ça que j'ai enlevé mon masque. Tout le monde dit, mais qu'est-ce que t'as? T'as rien? Ben non, je n'ai rien, mais ça. Et j'ai appris aussi notre cerveau. Je suis très optimiste, parce que notre cerveau... Regardez, quand pour une opération... Avant, c'était l'anesthésie générale. Mais maintenant, on nous fait travailler notre cerveau. J'ai oublié le terme parce que je commence à être âgée, mais oui, comment on appelle ça? L'anesthésie par l'hypnose. Par l'hypnose. Ouais. Ça, c'est grâce au cerveau. Oui. Est-ce que ces machines vont nous faire de l'hypnose? Moi, je pense qu'elles pourraient, si on leur apprend à le faire. Si on leur donne des enregistrements de quelqu'un qui fait de l'hypnose, je pense qu'elle pourrait y arriver. Après, juste avant que j'oublie, vous avez dit « je ne suis pas sur les réseaux sociaux ». Sauf parce que j'ai ma famille en Nouvelle-Calédonie. Donc il faut... et que j'aime bien les voir. Mais en fait, moi, cette phrase, j'ai des étudiants qui ne sont pas sur les réseaux, qui me disent « je ne suis pas sur les réseaux sociaux ». Et souvent, je leur dis « vous n'avez pas de compte sur les réseaux sociaux ». Ma mère n'a pas de compte sur les réseaux sociaux, mais elle est sur Facebook. Et quand à un moment donné, je mets la photo de famille à Noël, à un moment donné, l'algorithme sait très bien analyser l'âge de la personne. Bizarrement, le lien avec ma sœur qui, elle, est sur Facebook, il le connaît. Ah, il y a 2 autres personnes, un homme et une femme. Ben, la probabilité que pendant Noël, ça soit son père et sa mère, et quelqu'un dit « oh, comme vous êtes beau la famille », allez hop, il renforce, il envoie l'info que moi, je n'ai pas envoyée. Donc souvent, c'est là où ils sont très forts, c'est que vous n'avez pas de compte sur les réseaux sociaux, mais vous y êtes. Oui, oui. Voilà, c'est là où ils sont très forts. Et c'est là où ils vous poussent aussi. Et là, avec le Covid, en plus, ça a été une aubaine. Ça a été une aubaine monstrueuse. Hein, sur les gens, ben justement, ma mère, moi qui n'y ai pas, qui a résisté, mais elle a failli flancher pendant le confinement parce qu'il y avait ce besoin d'humain avec ça. Donc, vous voyez, c'est pas si net que ça. C'est à un moment donné, moi, les gens qui disent moi, je me protège, j'y suis pas. C'est extrêmement compliqué de ne pas être parce que les autres travaillent pour vous. Les autres vous y mettent dessus. Après, sur la puissance du cerveau humain, alors je ne suis pas spécialiste en neurosciences, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'on exploite très peu notre cerveau. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, on va s'hybrider avec la machine. Et si la machine est intelligente, peut-être qu'on deviendra nous aussi plus intelligents aussi. Je pense que la relation... Moi, l'image un peu de l'humain passif dans son fauteuil qui se laisse transporter par la machine, qui devient un hyper-consommateur, j'y crois pas forcément, à condition aussi qu'on prépare les choses. Il y a une bataille là, qui va se mettre en place. C'est est-ce qu'à un moment donné, il y a Facebook qui travaille sur un projet, je ne sais plus comment ça s'appelle, de monde complètement virtuel. Donc ils vont essayer d'aspirer les gens sur leurs outils. Et moi, je ne les critique pas de le faire parce que c'est des logiques commerciales et voilà, ils font ce que le monde veut aujourd'hui. Mais à un moment donné, il faut que justement les jeunes générations aient conscience de ça, ne soient pas passives. Et ça pose aussi des problèmes, y compris sur les jeunes, moi, que j'observe, c'est un problème d'addiction. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qui est le plus fort entre le dealer et le drogué? Parce que les réseaux sociaux, enfin, moi en tout cas, j'ai clairement une addiction aux réseaux sociaux, alors que je pense que j'utilise moins que les jeunes. Hein. Mais si j'essaie de couper mon Facebook, toute la journée, mince, je ne l'ai pas, mince, je ne l'ai pas, mince, je ne l'ai pas. Donc, vous voyez, il y a ce phénomène-là ensuite, où même si à un moment donné, on se rend compte, aujourd'hui, je pense que tout le monde sait que ça peut dévier, les réseaux sociaux. Hein. Personne désactive son compte. Hein. Ou on le désactive 2-3 semaines. Avant d'avoir un bel effet rebond, de se remettre dessus, de mettre plein de publications et d'avoir plein de likes. Donc, c'est... Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui. Oui, moi j'aurais une question à propos d'un sujet que vous avez abordé, le travail. Vous en avez parlé quand vous parlez de l'intelligence artificielle humanoïde.
Mais moi, je vois déjà ces risques dans ça que l'intelligence artificielle, c'est déjà très capable à bien faire, donc la reconnaissance d'image, donc dans la médecine. Ou par exemple, on peut imaginer dans des autres professions comme le droit, où une machine peut mémoriser instantanément tous les codes, tout l'historique des sentences. Est-ce que vous avez déjà une idée sur ça? Et après, il y a une question que c'est plus de la fantascience, donc de la science fiction. On n'a pas parlé d'une chose que je trouve fascinante, donc tous ces robots qui sont pensés pour avoir une empathie, ils ont en effet, mais une chose qu'on ne voit pas maintenant dans les machines, c'est la conscience. Est-ce que vous pensez qu'un robot pourrait, avec un algorithme et tout, développer ça? Il y a quelques indices et tout. Alors, c'est la question un peu de l'âme. À un moment donné, comment on mesure l'âme, y compris même sur un être humain? C'est là où souvent on a ce truc de dire, ce concept, mais moi je demande qu'on me le démontre, de dire, ah mais l'organique prime sur l'électronique, le mécanique, etc. Mais après tout, pourquoi? Pourquoi et c'est vrai que sur la conscience, alors il y a quelques travaux, vous voyez, et même sur l'inconscient. Google avait travaillé, essayé de laisser un robot rêver. Et le robot créer un imaginaire, etc. Donc ça, mais c'est quelque chose qui, même sur l'humain, est super difficile à mesurer. Même un sentiment. Si on bascule du côté de la médecine, on va vous dire l'empathie, c'est un excès. Enfin, l'empathie, quand vous voyez un bébé, vous sécrétez de l'ocytocine, l'hormone de l'affection, machin. Ok, on sécrète l'ocytocine. La machine, elle sécrétera, la variable empathie, elle montera à une certaine valeur. Donc, vous voyez, c'est très compliqué de dire, est-ce qu'à un moment donné, quelque chose de biochimique, on va dire, de la biochimie, est-ce que c'est mieux que de l'électronique? Et ça pose des questions. Le robot qui suppliera de ne pas être démantelé, voilà, moi, je n'ai pas la réponse sur ça. Et par contre, je sais que moi, ça me mettra en difficulté. Je pense qu'on ferait le test aujourd'hui d'un robot qui vous supplie. Je ne suis pas sûr que vous arriveriez à l'éteindre. Ou si vous l'éteignez, je ne suis pas sûr que vos collègues diront « Waouh, tu as vu comme il a éteint le robot ?» Et sur l'aspect du droit, je pense qu'effectivement, tous les métiers vont être menacés, y compris l'informatique elle-même. Hein. On a aujourd'hui de la programmation génétique, c'est-à-dire des programmes qui évoluent eux-mêmes. Et ça pose aussi des soucis, même côté virus. Aujourd'hui, les virus, on n'a plus un code malveillant, on a un code qui évolue, donc qui s'adapte, un peu comme un virus physique, comme le Covid, qui va à un moment donné se transformer pour réussir à passer à travers la maille des vaccins. Ben, on a un peu ça qui va arriver à passer à travers la maille des antivirus. Donc vous voyez, mais tous les domaines. Et effectivement, le droit sera menacé, comme seront menacés tous les autres domaines. Mais ce qu'on disait tout à l'heure avec Madame, à un moment donné, peut-être que le juriste s'appropriera l'outil aussi. Mais ça va soulever des questions. C'est-à-dire que, est-ce que l'avocat, le cabinet d'avocats qui peut acheter un outil d'intelligence artificielle, parce que ça a un coût, hein, qui peut acheter un outil d'intelligence artificielle, ne va pas mettre la rouste à l'avocat qui est isolé et qui n'a pas ces moyens-là. Ça, moi, je suis certain qu'il y a une notion de coût qui va être monstrueuse. Prenez un IRM, alors je n'ai pas les chiffres, hein, mais prenez un IRM, une machine pour faire de l'imagerie médicale, ce qui coûte le plus cher, c'est le programme qui est dedans. Hein. Ce n'est pas le super aimant, etc. C'est le programme qui permet de... Ce qui est mesuré au niveau de la résonance, alors je ne suis pas du tout expert là-dessus, mais ce qui est mesuré, comment on le retranscrit en image. Donc vous voyez, l'IA, ça va avoir un... C'est ça, et y compris quand on parle de santé. Moi, je pense que je ne serais pas contre de me faire, quand j'ai un peu de fièvre, de passer dans un premier temps par une intelligence artificielle. Vous voyez, là, quand il y a eu le Covid, plutôt que de me faire tester à l'hôpital où il y avait une explosion des cas et un risque de contamination, d'avoir un petit assistant qui me pose des questions, bon, est-ce que c'était si gênant que ça? Vous voyez, mais tous les métiers, effectivement, c'est pour ça que moi j'insiste sur ça, il faut vite former les gens. Et moi, que ce soit les médecins, que ce soit les juristes, que ce soit les informaticiens qui disent « Non, ça, moi, je le mets d'un côté, je ne veux pas m'en préoccuper », ils ont de fortes chances, à un moment donné, de se faire manger par ça. Y compris même des petits producteurs. On a tendance à dire l'IA, ça va être pour les grosses entreprises. Prenez un petit producteur de fromage. Il y en a un qui utilise de l'IA, l'autre pas. Celui qui a l'IA, il sait plus ou moins quand est-ce qu'il va y avoir la demande, il va pouvoir calculer, optimiser les prix, à quel moment il va falloir vendre, alors que l'autre, il va y aller, paf, il va prendre, peut-être qu'il aura de la perte, peut-être qu'il n'en aura pas assez. Mais à terme, celui qui aura de l'IA, il gagnera. Et c'est ce que font les supermarchés, sur les fruits, notamment sur les fruits et les légumes. C'est là où ils perdent quand même pas mal d'argent. Mais avec votre carte, bon, en moyenne, sur mes clients, j'ai tant de kilos de tomates qui sont consommés par truc. Il faut que je trouve la quantité
Pour pas qu'il y ait de pénurie, il ne faut pas qu'il y ait un client qui veuille des tomates qui n'en ait pas. Il ne faut pas que j'en achète trop parce que je vais les jeter. Donc l'idée, c'est ça. Et on est dans un truc où aujourd'hui, avec tous les capteurs qu'on a, tous les équipements qui sont connectés, ça va super vite. Ça me fait penser, par exemple, le parc Disneyland, ils ont équipé des capteurs de partout. Pourquoi, quand vous passez dans les attractions, vous passez par des petits clac-clac? C'est juste pour compter, une personne est passée. D'accord? Et vous en avez aussi maintenant qui, à un moment donné, mesurent en fonction de la taille. Vous avez un faisceau laser, vous passez, tic, vous entendez le petit bip, sauf que ça a mesuré votre taille. Bon, 1,80 m, il y a peu de chances que ça soit un gamin de 5 ans. Donc, vous voyez, c'est... Maintenant, moi, je vois pas... Je me dis, dans l'histoire, l'humanité, elle a toujours eu peur de l'innovation. Et je pense qu'il faut y aller. Enfin, de toute façon, c'est parti. Mais par contre, il faut que tout le monde sache ce que c'est. Et un réseau de neurones, là, je n'ai pas eu le temps parce qu'en 1 heure, mais vous pouvez être très sciences humaines, on passe 6 heures dessus, vous comprenez comment ça marche. Vous comprenez comment ça marche. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, hein, mais OK. On est bon? Oui. Donc bilan, hein, grosse opportunité et aussi des menaces, mais à partir du moment où on connaîtra la chose et qu'on la ramènera à une place d'outils, on aura, entre guillemets, moins à s'inquiéter que ce qu'on entend aujourd'hui. Voilà, merci.